J'ai toujours rêvé que mon mariage soit une journée remplie de joie, de rire et d'amour inconditionnel. Les roses blanches, la musique douce et la lumière chaleureuse qui baignait la salle de réception étaient exactement comme je l'avais imaginé. J'épousais enfin l'homme que j'aimais, Alexandre. Et bien que nous ayons avancé le mariage à cause du bébé, je croyais sincèrement que notre amour nous aiderait à surmonter tous les jugements. Je me souviens encore du matin de ce jour-là, quand ma mère m'aidait à enfiler ma robe. Ses mains tremblaient plus que les miennes, tandis qu'elle boutonnait chaque bouton dans mon dos. « Tu es sûre, Manon ?» me demanda-t-elle pour la énième fois. J'ai simplement hoché la tête, caressant doucement la petite courbe de mon ventre que la robe dissimulait à la perfection. À peine 3 mois, notre petit secret qui cesserait bientôt d'en être un. La robe était un miracle de la couturière du quartier, Madame Espérance, qui avait travaillé jour et nuit pour terminer les ajustements à temps. Pour que personne ne remarque rien, m'avait-elle dit avec un clin d'œil complice, en plaçant stratégiquement chaque pli. L'église Sainte-Thérèse, au cœur de Lyon, nous attendait, parée comme jamais. Mon quartier tout entier semblait s'être mobilisé pour faire de ce jour quelque chose de spécial. Dès l'instant où j'ai remonté l'allée, j'ai senti les yeux de sa mère, Madame Catherine, rivés sur moi, froid, perçant, scrutateur. Je la savais conservatrice, profondément traditionnelle, et qu'elle avait déjà des doutes à mon sujet. Elle est institutrice dans une école publique, l'avais-je entendu dire à une cousine avec dédain lors du dîner de fiançailles, comme si ma profession était une honte. Mais j'avais espéré que l'occasion, le bébé et le bonheur de son fils adouciraient à son cœur, ne serait-ce qu'un peu. Alexandre attendait à l'hôtel, magnifique dans son costume sombre. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu de l'amour dans ses yeux, mais aussi de la peur. Je connaissais ce regard, le même qu'il avait chaque fois que nous parlions d'annoncer la grossesse à sa famille. Le même qui était apparu lorsque j'avais suggéré que nous cherchions notre propre appartement au lieu d'accepter l'offre de vivre au rez-de-chaussée de la maison de ses parents sur la presqu'île. La cérémonie s'est déroulée comme dans un rêve. Le père Ignace, qui me connaissait depuis l'enfance, nous a donné une bénédiction spéciale, presque imperceptible pour les autres, en mentionnant les fruits de cette union. Ma sœur Laura, mon unique témoin, m'a serré la main à ce moment-là, et nous avons toutes les deux retenu un sourire. La cérémonie s'est terminée, et la réception a commencé au parc de la Tête d'Or. Un instant, j'ai senti une paix fragile s'épanouir. L'endroit était magnifique, avec ses fontaines et ses statues entourées de cyprès centenaires. J'ai souri, j'ai dansé avec mon mari, et j'ai osé penser que nous avions peut-être surmonté le plus difficile. Les invités riaient, le buffet que nous avions choisi était parfait, et même l'oncle Raymond, célèbre pour sa mauvaise humeur, semblait s'amuser. Mais alors, pendant les toasts, Catherine s'est levée, une coupe à la main, les yeux fixés sur mon ventre. Sa voix était froide et calculée quand elle a demandé à voix haute « Tu es déjà enceinte ?» La salle s'est figée. Ma respiration s'est coupée dans ma poitrine. J'ai vu mon père poser lentement sa coupe sur la table. Ma mère fermait brièvement les yeux, comme pour se préparer à une tempête. J'ai vu Laura faire un pas en avant, instinctivement protectrice comme toujours. Mais surtout, j'ai vu Alexandre, paralysé, les yeux écarquillés, incapable de bouger. Le silence s'est répandu comme une tache d'huile. J'ai senti les regards de tous. Les collègues de travail venus célébrer avec nous, les cousins éloignés que je connaissais à peine, les amis du lycée avec qui j'avais grandi, tous attendaient. « Oui », ai-je finalement répondu, en essayant de garder ma dignité. « Nous allons avoir un bébé. » J'ai essayé de faire en sorte que cela sonne comme ce que c'était pour moi, une merveilleuse nouvelle. J'ai même osé sourire, espérant que quelqu'un, peut-être les parents d'Alexandre, répondrait avec joie. Mais le sourire est mort sur mes lèvres quand j'ai vu Catherine se lever lentement de sa chaise, son visage un masque de fureur contenue. La salle entière a semblé retenir son souffle, tandis qu'elle s'approchait de moi, à pas lents et délibérés. À ce moment-là, j'ai regardé Alexandre, cherchant dans ses yeux quelque chose, n'importe quoi, qui me dirait que tout irait bien, qu'il me protégerait, que nous serions ensemble contre le monde s'il le fallait, comme il me l'avait promis tant de fois lors de nos promenades au bord du Rhône. Mais ce que j'ai vu, c'est de la peur, une peur ancienne et profonde, que je ne comprenais pas entièrement. Et j'ai su, avec une clarté soudaine et douloureuse, que j'étais seule. Catherine s'est arrêtée devant moi,
si près que je pouvais sentir son parfum cher, voir chaque ride de ressentiment sur son visage parfaitement maquillé. Elle m'a regardé comme on regarde un insecte, quelque chose d'insignifiant et de gênant. « Et tu pensais que tu pouvais entrer comme ça dans notre famille ?» a-t-elle chuchoté. Mais ces mots ont résonné dans toute la salle. « Tu crois que je ne sais pas ce que tu as fait ? Piéger mon fils avec une grossesse. »« Maman » commença Alexandre. Mais sa voix était faible, presque inaudible. Catherine ne s'est même pas retournée pour le regarder. Ses yeux restaient fixés sur moi, sur mon ventre, sur ma robe qui me semblait soudain trop serrée, trop révélatrice. Et puis, comme si tout se passait au ralenti, j'ai vu sa main se lever. Sa main a frappé mon visage avant que je puisse réagir. Le son de la gifle a résonné plus fort que la musique. La salle s'est remplie de halètements étouffés. Puis sa voix, tremblante de rage. « Salope. Jamais je ne t'accepterai dans ma famille. » Les mots ont coupé plus profondément que la gifle. Mes joues brûlaient, autant par la douleur que par l'humiliation. Le choc m'a fait chanceler. Pas à cause de la force du coup, mais à cause de la surprise, de la réalité qui s'abattait soudainement sur moi, comme une averse glaciale. J'ai senti la main de Laura sur mon épaule, me soutenant, tandis que mon père se levait de sa chaise, le visage transformé par la colère. Je ne l'avais jamais vu comme ça. « N'ose pas toucher ma fille », a-t-il rugi en s'avançant vers nous. Mon père, toujours si calme, si mesuré, l'homme qui m'avait appris que les mots étaient de plus puissants que les poings, semblait maintenant prêt à oublier ses propres leçons. Je me suis tournée instinctivement vers Alexandre, suppliant silencieusement son soutien, sa protection, n'importe quoi. Mais il est resté là, rigide, silencieux, les yeux fixés au sol. Pas un mot, pas un pas vers moi. Mon cœur s'est brisé. Son silence faisait plus mal que la main de sa mère. À cet instant, c'était comme si j'étais seule face à un peloton d'exécution, et l'homme que j'aimais s'était dérobé. « Partons d'ici, Manon », a dit ma mère, apparaissant à mon côté, prenant mon bras avec fermeté. Sa voix était douce mais déterminée. « C'est fini », mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas accepter que ce soit la fin, que tout ce pourquoi nous avions travaillé, tout ce que nous avions planifié, se termine ainsi, dans la honte et l'humiliation. « Non », ai-je dit, me surprenant moi-même. « Je ne pars pas. » Tous les regards étaient sur nous. Je sentais ma robe se serrer autour de mon ventre, comme si le bébé lui-même réagissait à la tension. Les invités chuchotaient, certains détournèrent le regard, d'autres observaient fixement. Je me sentais trahie, abandonnée, exposée. Mais je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée là, attendant, espérant que quelqu'un, n'importe qui, dise quelque chose. Le père d'Alexandre, François, un homme qui avait toujours semblé vivre dans l'ombre de sa femme, s'est finalement approché. Son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement. « Catherine », dit-il d'une voix basse mais ferme. « Ça suffit. C'est le mariage de notre fils. » Catherine se tourna vers lui, son visage un masque de dédain. « Le mariage ? Quel mariage ? C'est une farce. Une honte. Tu ne le vois donc pas ? Cette femme a embobiné notre fils. Elle l'a piégé. »« Personne ne m'a piégé, maman, » a enfin parlé Alexandre, mais sa voix semblait faible, tremblante. Il s'est approché de quelques pas, mais s'est arrêté avant d'arriver à mes côtés, comme s'il y avait une ligne invisible qu'il n'osait pas franchir. « J'aime Manon, et nous sommes heureux pour le bébé. » Un rire amer s'est échappé des lèvres de Catherine. « Heureux ? Comment peux-tu être heureux d'avoir gâché ta vie ? Nous avions des projets pour toi, Alexandre. Une brillante carrière au cabinet d'avocat de ton oncle, un mariage avec quelqu'un de notre rang, pas avec une institutrice d'un quartier quelconque. Chaque mot était un poignard, pas pour ce qu'elle disait de moi, mais pour ce que cela révélait de ce qu'Alexandre ne m'avait jamais raconté. Des projets ? Un mariage avec quelqu'un de son rang ? Savait-il tout cela ? Qu'avait-il tu ? Manon est la femme que j'aime, a insisté Alexandre, mais il continuait de ne pas s'approcher, de ne pas me toucher, de ne pas vraiment prendre mon parti. Mon père, qui avait été retenu par mon jeune frère, s'est libéré de son emprise et s'est approché de nous. Sa voix était contrôlée, mais vibrait d'une émotion contenue. « Ma fille mérite le respect », dit-il en regardant directement Catherine. « Et si vous ne pouvez pas le lui donner, alors vous ne méritez pas de faire partie de sa vie, ni de la vie de mon petit-fils. » Un silence de mort est tombé sur la salle.
Catherine a regardé mon père comme si elle venait de remarquer son existence. Elle l'a jaugé du regard, de ses chaussures usées à son costume de location. Le mépris dans ses yeux était palpable. « Du respect ?» a-t-elle finalement répondu. « Du respect pourquoi ? Pour être tombée enceinte afin de piéger un homme promis à un bel avenir ? Pour entraîner mon fils dans une vie médiocre ? Non, monsieur. Cela ne mérite aucun respect. » J'ai senti la pièce se mettre à tourner. Les voix se mélangeaient, les visages devenaient flous. La robe, qui m'avait semblé parfaite, me serrait maintenant comme une camisole de force. Respirer devenait de plus en plus difficile. Au milieu de la confusion, j'ai cherché les yeux d'Alexandre une dernière fois. J'avais besoin d'y voir quelque chose qui me dirait que tout irait bien, qu'ensemble nous surmonterions cela, que notre amour était plus fort que la haine de sa mère. Mais il continuait de regarder le sol, comme s'il pouvait y trouver une réponse, une issue. « Alexandre » ai-je murmuré, tendant la main vers lui. « S'il te plaît. » Il a levé lentement le regard. Ses yeux étaient emplis de conflit, de douleur. Il a fait un pas vers moi, puis un autre. Un instant, j'ai cru que tout allait s'arranger, qu'il prendrait ma main, qu'ensemble nous affronterions sa mère et quiconque serait nécessaire. Mais alors Catherine a de nouveau parlé, sa voix tranchante comme un couteau. « Si tu fais un pas de plus vers elle, Alexandre, tu peux tout oublier. La maison, le poste au cabinet, ton héritage. Nous. Choisis maintenant. » Alexandre s'est arrêté net, comme s'il avait heurté un mur invisible. J'ai vu la peur revenir dans ses yeux, je l'ai vu déglutir, ses mains se serrer en poing le long de son corps. Et puis, lentement, il a fait un pas en arrière, pas vers moi, mais s'éloignant de moi. « J'ai besoin de temps », a-t-il murmuré, sans me regarder dans les yeux. « C'est trop vite. » Les mots sont tombés comme des pierres dans le silence de la salle. J'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. L'homme que je venais d'épouser, le père de mon enfant, ne pouvait pas choisir entre sa mère et moi. Il ne pouvait pas prendre mon parti quand j'en avais le plus besoin. Et puis, juste au moment où je pensais ne pas pouvoir me sentir plus seule, plus abandonnée, quelque chose d'inattendu s'est produit. De la foule, une femme plus âgée aux cheveux argentés et portant un châle doux s'est avancée. Je ne l'avais jamais rencontrée, mais elle m'était familière. Elle s'est approchée de Madame Catherine calmement, s'est interposée entre nous et a dit avec une sereine fermeté : « Ça suffit, Catherine. Assez de honte pour aujourd'hui. » Catherine se raidit en la fixant. « Reste en dehors de ça, Lucie, » siffla-t-elle. Lucie. Le nom a fait tilt. Alexandre avait mentionné sa tante une fois, celle qui avait été bannie de la famille pour avoir épousé un homme d'une classe inférieure. Elle s'est tournée vers moi, a pris ma main doucement et a dit « Ce n'est pas toi, la honte ici. » Ces mots ont été comme une bouée de sauvetage lancée au milieu d'une tempête. Pour la première fois depuis la gifle, je pouvais à nouveau respirer. La femme ne semblait absolument pas intimidée par Catherine. Elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui a affronté des tempêtes pires et a survécu pour le raconter. Sa présence dégageait une dignité tranquille, qui contrastait douloureusement avec la rage incontrôlée de Catherine. 20 ans ont passé, Catherine, a poursuivi Lucie, sa voix claire et sereine. Et tu es toujours la même. Tu crois toujours que tu peux contrôler la vie de tout le monde autour de toi, que ton argent et ton nom de famille te donnent ce droit. Un murmure a parcouru la salle. J'ai vu des visages confus parmi les invités d'Alexandre, comme s'ils assistaient à un chapitre d'une histoire qu'ils ne connaissaient pas. Catherine a pâli, mais ses yeux brûlaient toujours de fureur. « N'ose pas parler ainsi en ma présence », a-t-elle craché. « Tu n'as pas le droit d'être ici. Personne ne t'a invité. » Lucie a souri légèrement, un sourire fatigué mais sincère. « Mon neveu m'a invité, Catherine. Alexandre est venu me voir il y a quelques mois. Il voulait me connaître, savoir la vérité sur ce qui s'est passé. » Elle s'est tournée vers Alexandre, qui la regardait avec un mélange de gratitude et de peur, bien qu'il semble qu'il n'ait pas appris autant que je l'espérais. À ce moment, j'ai compris pourquoi Alexandre m'avait si peu parlé de sa famille. Pourquoi il changeait toujours de sujet quand je l'interrogeais sur ses parents. Il y avait des secrets enfouis, des histoires non racontées, des blessures qui n'avaient jamais cicatrisé. Lucie a regardé autour d'elle, les invités. « Cette femme porte dans son ventre l'avenir de cette famille », a-t-elle dit fermement. « Et si quelqu'un ici croit que l'amour doit passer après les apparences, il est peut-être temps de repenser ce que signifie être une famille. » Il y eut un silence lourd.
Le visage de Catherine s'est assombri, mais elle n'a rien dit. Alexandre a finalement levé les yeux, partagés entre sa mère et moi. Mais il restait silencieux. Mon père s'est approché de Lucie et lui a tendu la main. Antoine Vidal, s'est-il présenté. Le père de Manon. Lucie lui a serré la main avec un sourire. Lucie Lambert, la brebis galeuse des Lambert. Mon père a hoché la tête avec un léger sourire. Il semble que nous ayons quelque chose en commun alors. Moi aussi, je suis la honte de ma famille. Un simple mécanicien qui n'a pas voulu suivre la tradition du commerce familial. Quelque chose a changé dans l'atmosphère. C'était comme si une fenêtre s'était soudainement ouverte dans une pièce fermée depuis trop longtemps, laissant entrer de l'air frais. Les mots de mon père, si simples, si honnêtes, ont brisé une partie de la tension. Catherine a regardé autour d'elle, remarquant peut-être pour la première fois que le mépris dans ses yeux était accueilli par des regards de désapprobation. Pas seulement de ma famille, mais aussi de certains des siens. Le père Ignace, qui était resté à l'écart, s'est alors approché. « Peut-être devrions-nous nous rappeler, dit-il doucement, que nous sommes ici pour célébrer l'amour et l'union. Pas pour juger. Célébrer un mensonge? Une farce ?» Catherine se tourna vers lui, incrédule. « Vous aussi, mon père, vous allez défendre cette tromperie ?» Le père Ignace n'a pas bronché. « Ce que je vois, c'est un jeune couple qui attend un enfant. Et d'après mon expérience, Catherine, les enfants sont toujours une bénédiction, quelles que soient les circonstances de leur conception. » À côté de moi, j'ai senti ma mère se détendre un peu. Le père Ignace avait été son soutien depuis que je lui avais parlé de la grossesse, m'aidant à trouver le courage d'affronter ce qui allait arriver. Lucie a posé une main sur mon épaule. « Ça va ?» m'a-t-elle demandé à voix basse. J'ai hoché la tête, bien que je ne sois pas sûre que ce soit vrai. Physiquement, la douleur de la gifle s'était estompée. Mais à l'intérieur de moi, la douleur de la trahison d'Alexandre était encore vive, lancinante. « Alexandre », appela Lucie à son neveu, « il est temps que tu te décides. Pas demain, pas quand ce sera pratique. Maintenant. » Tous les yeux se sont tournés vers lui. Mon cœur battait si fort que je craignais que tout le monde puisse l'entendre. Une partie de moi voulait courir vers lui, le supplier de me choisir, de choisir notre enfant. Une autre partie, une partie qui grandissait à chaque seconde, voulait lui tourner le dos et partir, ma dignité intacte. Alexandre a regardé sa mère, puis moi, puis le sol. Je ne peux pas choisir comme ça, a-t-il finalement dit. Ne me demandez pas ça. Ces mots sont tombés comme une chape de plomb sur moi. Après tout ce qui s'était passé, après l'humiliation publique, la gifle, les accusations, il ne pouvait toujours pas prendre mon parti. Il ne pouvait pas nous choisir, moi et notre enfant, au-dessus de l'approbation de sa mère. « Tu as déjà choisi ?» a dit Lucie, avec une tristesse infinie dans sa voix. Elle s'est tournée vers moi. « Viens avec moi, Manon. Je crois que tu as besoin de t'éloigner d'ici un moment. » Sans attendre de réponse, elle a pris mon bras avec douceur et a commencé à me guider vers la sortie de la salle. Ma famille s'est déplacée avec nous, formant une sorte de bouclier protecteur. Personne ne nous a arrêtés. Même Alexandre n'a pas essayé de nous suivre. Dehors, l'air de la nuit lyonnaise était doux et parfumé. Les étoiles brillaient au-dessus de nous, indifférentes au drame humain qui se déroulait sous elles. J'ai respiré profondément, essayant de calmer le tourbillon d'émotions qui me consumait. « Je suis vraiment désolée », a dit Lucie, sa voix douce mais ferme. Catherine a toujours été comme ça, contrôlante, manipulatrice. Et Alexandre, eh bien, il a grandi dans son ombre. Ce n'est pas facile de se libérer de ses chaînes. « Comment le sais-tu » ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Lucie a souri, un sourire triste mais sans amertume. Parce que j'étais à ta place il y a 20 ans. Je suis tombée amoureuse d'un homme que ma famille considérait comme inférieur. Un musicien sans argent, sans nom de famille important. Quand j'ai décidé de l'épouser, Catherine, qui était déjà la matriarche de facto de la famille, m'a posé un ultimatum similaire. Ma famille ou lui. « Et tu as choisi ton mari ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. « J'ai choisi l'amour », a-t-elle corrigé. Et ce fut la meilleure décision de ma vie, même si cela signifiait perdre ma famille pendant de nombreuses années. Même si cela signifiait repartir de zéro, sans le soutien financier des Lambert, sans les portes qui s'ouvrent avec ce nom.
Je l'ai regardée avec une nouvelle admiration. Cette femme avait traversé ce que je traversais maintenant, et elle avait survécu. Plus que ça, elle semblait en paix avec ses décisions, avec sa vie. « Et tu n'as jamais regretté ?» La question est sortie de mes lèvres avant que je puisse la retenir. Lucie m'a regardé droit dans les yeux. Pas un seul jour. J'ai eu un mariage heureux, 2 enfants merveilleux, une vie remplie de musique et d'amour. Que pourrais-je demander de plus ? Ces mots ont résonné en moi, plantant une graine de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Une possibilité que je ne m'étais pas permis d'envisager. Plus tard dans la soirée, après que les invités eurent commencé à se disperser comme des feuilles après une tempête, j'ai acculé Alexandre dans une pièce calme à côté de la salle de bal. Ma voix était basse, mais tremblait de fureur. « Pourquoi ne m'as-tu pas défendu ?» ai-je demandé. Il avait l'air pâle, fatigué, plus vieux qu'avant. Il s'est frotté les tempes. « Je ne voulais pas empirer les choses », a-t-il murmuré. « Empirer ?» ai-je répété. Elle m'a humiliée. Elle m'a giflé devant tout le monde. Et tu n'as rien fait. Il s'est assis, les épaules voûtées. Elle a toujours tout contrôlé. La maison, ma carrière, même ce mariage. Si j'avais dit quelque chose, elle aurait tout détruit. Sa voix s'est brisée sous le poids de sa peur. Je l'avais trouvé dans le petit bureau de François, où il s'était réfugié après l'incident. La pièce sentait le tabac et les vieux livres. Un portrait de famille dominait le mur, montrant Catherine, François et un Alexandre adolescent. Leurs visages sérieux, parfaitement composés, comme s'ils avaient répété l'expression pendant des heures. « Elle aurait tout détruit ?» ai-je demandé, ma voix contenant à peine l'amertume. « Ou seulement les choses qui t'importent ? Ton héritage ? Ton poste au cabinet de ton oncle ?» Alexandre a levé les yeux, blessé. « Ce n'est pas si simple, Manon. Tu ne comprends pas comment est ma famille. Alors explique-moi, » ai-je exigé, en croisant les bras. « Parce que je viens de t'épouser, j'attends ton enfant. Et il me semble qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur l'homme avec qui j'ai uni ma vie. » Il a soupiré profondément, passant une main dans ses cheveux, les décoiffant. C'était un geste si familier, si sien, que pendant un instant, j'ai senti mon cœur s'adoucir. Mais ensuite, je me suis souvenu de la gifle, de son silence, et la tendresse a de nouveau cédé la place à la rage. « Ma mère » a-t-il commencé, puis il s'est arrêté, cherchant ses mots. Ma mère vient d'une famille qui a tout perdu pendant la guerre. Ses parents ont dû repartir de zéro, travaillant jour et nuit. Elle a grandi avec l'obsession de retrouver ce qu'elle considérait comme sa position légitime dans la société. Il s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre. Dehors, les derniers invités partaient. Je pouvais voir ma famille regroupée près de leur voiture, m'attendant. Ma mère regardait constamment vers la maison, inquiète. Quand elle a rencontré mon père, a poursuivi Alexandre, elle a vu sa chance. Les Lambert avaient de l'argent, une position, des contacts. Il était l'héritier parfait. Et elle a fait ce qu'elle devait faire pour le piéger. L'ironie était si douloureuse qu'elle m'a presque fait rire. Tu veux dire qu'elle a fait exactement ce dont elle m'accuse avec toi ? Alexandre a hoché lentement la tête. La différence, c'est que mon père ne l'a jamais vraiment aimée. C'était un mariage arrangé, pratiquement. Il a cédé à la pression familiale. Et ils sont malheureux depuis 30 ans. Et ça justifie ce qu'elle a fait aujourd'hui ? Ce qu'elle t'a fait subir toute ta vie ? Ma voix s'est élevée sans que je puisse l'empêcher. Non, ça ne le justifie pas, a-t-il admis. Mais ça explique pourquoi elle est comme elle est, pourquoi elle contrôle tout, pourquoi elle a si peur de perdre ce qu'elle a construit. Je l'ai regardé, essayant de comprendre l'homme que j'avais cru connaître. L'Alexandre avec qui je m'étais promenée au bord du fleuve, parlant de nos rêves. L'Alexandre qui m'avait embrassé sous la pluie sur la place des terreaux, jurant que rien ni personne ne nous séparerait. Où était cet homme maintenant ? Et toi ? Ai-je finalement demandé. Es-tu comme ton père ? Vas-tu passer 30 ans à être malheureux par peur d'affronter ta mère ? Ses yeux se sont remplis de larmes. C'était la première fois que je le voyais pleurer. Je ne sais pas, Manon. Je veux être courageux. Je veux être l'homme que tu mérites. Mais je ne sais pas si je le peux. L'honnêteté de sa réponse m'a désarmée un instant. Au moins, il ne me mentait pas. Il ne me faisait pas de promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Mais cette vérité nue était presque pire qu'un mensonge réconfortant. « Tu sais ce qui est le plus triste ?» ai-je dit, sentant mes propres larmes commencer à couler. « C'est que je t'aime tellement que j'aurais tout affronté pour toi. J'aurais vécu dans un petit appartement,
loin de l'argent de ta famille. J'aurais travaillé 2 fois plus pour que notre enfant ait tout ce dont il avait besoin. J'aurais été heureuse juste de t'avoir à mes côtés. Je t'aime aussi, a-t-il murmuré. Non, ai-je répondu, le mot sortant comme un soupir douloureux. Tu ne m'aimes pas assez. Et c'est la vérité derrière tout ce silence, Alexandre. Ce n'est pas que tu as peur de ta mère, c'est que tu ne m'aimes pas assez pour me choisir au-dessus de tout le reste. Il est resté à me regarder, comme s'il voulait le nier mais ne trouvait pas les mots. Et son silence fut, une fois de plus, la réponse la plus claire. Je me suis séché les larmes du revers de la main, ruinant probablement le maquillage qu'on m'avait si soigneusement appliqué ce matin qui semblait s'être produit dans une autre vie, pour une autre femme. Ma famille m'attend, ai-je dit, en redressant les épaules. Je pars avec eux. Tu reviendras ? A-t-il demandé, sa voix à peine audible. Je voulais lui dire non, que je ne reviendrais jamais, que tout était fini. Mais le bébé qui grandissait en moi méritait plus qu'une décision prise dans un moment de douleur et de rage. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour décider ce qui est le mieux pour moi et pour notre enfant. Il a hoché lentement la tête, comme s'il comprenait que c'était plus que ce qu'il méritait. Manon, a-t-il dit alors que j'étais déjà à la porte. Je suis désolée. Pour tout. Je me suis arrêtée. Mais je ne me suis pas retournée. Moi aussi je suis désolée, Alexandre. Désolée que tu ne sois pas l'homme que je croyais que tu étais. Je suis sortie de la pièce la tête haute, même si à l'intérieur je me sentais complètement anéantie. Dans le hall, j'ai trouvé Lucie, qui m'attendait avec mon manteau dans les mains. « Ça va ?» a-t-elle demandé, même s'il était évident que non. « Non », ai-je répondu sincèrement. « Mais ça ira. » Alors que nous marchions vers la voiture où ma famille l'attendait, Lucie m'a pris doucement le bras. « Parfois, » a-t-elle dit, « nous découvrons la vérité sur les personnes que nous aimons dans les moments les plus douloureux. Et ça fait mal comme rien au monde. Mais il vaut mieux connaître la vérité maintenant que de la découvrir après des années d'auto-illusion. » J'ai regardé en arrière une dernière fois, vers la maison où devait se célébrer le plus beau jour de ma vie. Les lumières étaient toujours allumées, mais la musique avait cessé, comme une scène abandonnée après la représentation. « Comment savais-tu qu'il fallait venir ici aujourd'hui ?» ai-je soudainement demandé à Lucie. Un petit sourire est apparu sur son visage fatigué. Alexandre est venu me voir il y a 1 mois. Il voulait me connaître mon histoire. Je crois qu'une partie de lui savait qu'il pourrait avoir besoin d'alliés dans sa famille. Il m'a invité au mariage, en cachette de sa mère, bien sûr. Je ne t'ai pas vu pendant la cérémonie. Je suis arrivée en retard exprès. Connaissant Catherine, je savais qu'il valait mieux rester en retrait. Mais j'étais prête à intervenir si nécessaire. Elle a fait une pause. Ses yeux se sont adoucis. Je regrette juste de ne pas être arrivée avant qu'elle ne te frappe. Nous sommes arrivés à la voiture. Mon père est immédiatement sorti pour me serrer dans ses bras, m'enveloppant de sa chaleur familiale et réconfortante. Ma mère et mes frères attendaient, avec des expressions inquiètes. « On rentre à la maison », a dit mon père, et jamais des mots ne m'avaient paru si doux. Cette nuit-là, j'ai fait une petite valise. Je n'ai pas dit à Alexandre que je partais. J'ai quitté la suite nuptiale et me suis réfugiée chez Lucie, qui m'a accueillie avec une grâce sereine. Sa petite maison sentait le jasmin et les vieux livres. Elle m'a enveloppée dans une couverture chaude et m'a laissé pleurer, non seulement pour ce qui s'était passé, mais aussi pour ce que j'avais perdu avant même de m'en rendre compte. Les jours suivants se sont écoulés dans une sorte de brouillard. Ma mère voulait que je rentre à la maison avec eux, mais quelque chose en moi avait besoin de distance, d'espace pour penser sans les regards inquiets de ma famille, sans leurs conseils bien intentionnés, mais parfois écrasants. Lucie m'a proposé de rester chez elle aussi longtemps que j'en aurais besoin, et j'ai accepté avec gratitude. Sa maison se trouvait dans le quartier de Saint-Georges, près de la Saône, une ancienne maison que son mari avait restaurée de ses propres mains. Les murs étaient couverts de livres et de photographies, témoignages d'une vie vécue pleinement, avec amour et sans regret. Raphaël est mort il y a 5 ans, m'a-t-elle raconté un après-midi alors que nous prenions le thé dans son petit patio. Un cancer. Mais nous avons eu 25 années merveilleuses ensemble. Et mes enfants, bien qu'ils vivent maintenant à Marseille, viennent me voir dès qu'ils le peuvent. Je l'ai observée pendant qu'elle parlait de sa famille, de sa vie. Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix quand elle mentionnait les Lambert,
juste une acceptation tranquille de ce qui était et de ce qui aurait pu être. « N'as-tu jamais essayé de te réconcilier avec eux ?» ai-je demandé. « J'ai essayé, plusieurs fois », a-t-elle répondu, regardant vers le fleuve que l'on devinait au bout de la rue. « Quand mon premier fils est né, je leur ai écrit. Quand Raphaël a eu sa première grande exposition en tant que photographe. Quand mon deuxième fils a été diplômé avec mention. J'envoyais toujours des nouvelles, des photos. Catherine n'a jamais répondu. Et François, le père d'Alexandre ? Lucie a souri tristement. François est un homme bon, piégé dans un mariage malheureux et une vie qu'il n'a pas choisie. Il m'envoyait des cartes à Noël, toujours sans adresse d'expéditeur, des petits cadeaux pour les enfants à leurs anniversaires. Il n'a jamais rien dit directement, mais je sais qu'il a toujours été de mon côté, à sa manière silencieuse. Cela m'a rappelé Alexandre, et la pensée m'a causé une pointe de douleur. Finirait-il comme son père, piégé dans une vie contrôlée par sa mère, envoyant des cartes sans expéditeur à des personnes qu'il n'osait pas aimer ouvertement? Les jours sont devenus des semaines. Alexandre appelait chaque jour, laissait des messages. Il est même venu à la maison de Lucie plusieurs fois. Au début, je ne voulais pas le voir, mais j'ai finalement accepté une rencontre. Nous nous sommes vus dans un café près du fleuve, un lieu neutre. Il avait l'air différent, plus mince, avec des cernes. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau dans ses yeux. Une résolution que je n'avais pas vue auparavant. « J'ai déménagé », fut la première chose qu'il a dite. « J'ai loué un appartement près de l'université. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Et ta mère ?» ai-je demandé, sans être sûre de vouloir connaître la réponse. Je lui ai dit que j'avais besoin de mon propre espace, qu'il était temps que je vive ma propre vie. Il a fait une pause, buvant une gorgée de son café. Elle ne l'a pas bien pris. « Je m'en doute », ai-je murmuré. « Manon », a-t-il dit, prenant ma main par-dessus la table. « Je sais que je t'ai laissé tomber. Je sais que je n'ai pas été l'homme que tu méritais ce jour-là. Mais j'essaye de changer. Je vois un thérapeute. J'apprends à poser des limites avec ma mère. Une partie de moi voulait le croire, voulait lui donner une autre chance. Mais une autre partie, celle qui avait pleuré jusqu'à s'endormir des nuits entières, celle qui ressentait encore l'humiliation de ce jour comme une blessure ouverte, n'était pas prête à pardonner. « J'ai besoin de plus de temps, Alexandre », ai-je finalement dit. « Ce n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour notre enfant. Je ne veux pas qu'il grandisse dans un environnement comme celui que tu as eu, où la peur et le contrôle sont plus importants que l'amour et le respect. » Il a hoché lentement la tête, sa déception visible mais contenue. « Je comprends, et j'attendrai le temps qu'il faudra. Juste, ne m'exclus pas complètement. C'est aussi mon enfant. Je ne le ferai pas, ai-je promis. Quand il naîtra, tu pourras lui rendre visite, faire partie de sa vie. Mais toi et moi, ça demande plus de temps. Nous nous sommes quittés avec une étreinte maladroite, chargée de sentiments contradictoires. Une partie de moi voulait s'accrocher à lui, à la sécurité qu'il avait autrefois représentée. Une autre partie savait que la vraie sécurité ne pouvait venir que de moi-même, de ma propre force et de ma propre détermination. Les mois ont passé, mon ventre s'arrondissait, et avec lui, ma résolution. J'ai commencé à chercher mon propre appartement, ne voulant plus abuser de l'hospitalité de Lucie, bien qu'elle insiste sur le fait que ce n'était pas un dérangement. Je suis retournée travailler à l'école, affrontant les regards curieux et les chuchotements la tête haute. Mes élèves, étrangers au drame des adultes, continuèrent de me traiter avec la même affection que toujours, et c'était un baume pour mon âme blessée. Un après-midi, alors que je corrigeais des copies dans le salon de Lucie, on a sonné à la porte. C'était François, le père d'Alexandre. Je ne l'avais jamais vu sans Catherine à ses côtés, et il semblait différent, moins recroquevillé, plus présent. « Excusez-moi de m'immiscer », a-t-il dit, nerveux mais décidé. « J'avais besoin de vous parler. Lucie nous a laissés seuls, après avoir servi du café et donné à son frère une étreinte qui semblait contenir des décennies d'affection refoulée. J'ai quitté Catherine, a annoncé François sans préambule. Après le mariage, après avoir vu ce qu'elle a fait à mon fils, à vous, je ne pouvais plus continuer à prétendre que tout allait bien. Je l'ai regardée, stupéfaite. C'était la dernière chose que je m'attendais à entendre. Alexandre le sait ? Il a hoché la tête. C'est lui qui m'a donné le courage, en fait. Le voir affronter sa mère, établir des limites,
m'a fait réaliser que je pouvais le faire aussi, qu'il n'est jamais trop tard. Affronter sa mère ? Ai-je répété, confuse. Alexandre m'a dit qu'il essayait de poser des limites, mais je ne savais pas qu'il y avait eu une confrontation directe. François a souri légèrement. Il suit une thérapie, comme il vous l'a dit. Et il y a quelques semaines, il a invité Catherine à dîner dans son nouvel appartement. Il lui a dit que si elle voulait faire partie de la vie de son petit enfant, elle devrait vous accepter et vous respecter, qu'il ne tolérerait plus de manipulation ni de contrôle. J'ai senti mon cœur faire un bond. Alexandre avait-il vraiment fait ça ? Avait-il affronté Catherine pour moi, pour notre enfant ? Et comment a-t-elle réagi ? Ai-je demandé, craignant presque la réponse. Comme on pouvait s'y attendre. Menaces, larmes, manipulations. Mais Alexandre est resté ferme. Il a dit qu'il l'aimait, qu'elle serait toujours sa mère, mais que sa priorité maintenant, c'était vous et le bébé. Lucie, qui avait manifestement écouté depuis la cuisine, est entrée avec plus de café et s'est assise à côté de son frère. « Et c'est pour ça que tu as décidé de la quitter, François ?» Pour ce qu'a dit Alexandre, François a pris la main de sa sœur. En partie. Mais aussi parce que j'ai réalisé que j'ai gâché 30 ans de ma vie avec quelqu'un qui ne m'a jamais vraiment aimé, qui m'a seulement vu comme un moyen pour arriver à ses fins. Et je ne veux pas gâcher les années qu'il me reste. Cette nuit-là, après le départ de François, j'ai pris une décision. Un choix qui allait tout changer. J'ai appelé Alexandre et je lui ai demandé de venir à la maison de Lucie le lendemain. Nous devions parler, face à face, de notre avenir. Quand il est arrivé, il semblait nerveux, mais plein d'espoir. Nous nous sommes assis dans le petit patio, avec le bruit du fleuve en fond sonore et l'odeur du jasmin dans l'air. « Ton père est venu me voir hier. » Ai-je commencé. Il m'a parlé de ta conversation avec Catherine. Alexandre a rougi légèrement. Je ne voulais pas m'en vanter. Ce n'était pas facile, et je ne sais pas si ça changera vraiment quelque chose chez elle. Mais j'avais besoin de le faire, pour moi, pour nous. Je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis des mois. Je voyais l'homme que j'avais aimé, mais je voyais aussi quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui se battait pour être meilleur, pour se libérer des chaînes qui l'avaient lié toute sa vie. « Je ne peux pas revenir avec toi », ai-je finalement dit. « Pas maintenant, peut-être jamais en tant que mari et femme. Cette confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire. » J'ai vu la douleur dans ses yeux, mais j'ai aussi vu de la compréhension. « Je comprends », a-t-il dit doucement, « et je le respecte. Mais, ai-je continué, nous pouvons essayer d'être amis. Nous pouvons essayer d'être de bons parents pour notre enfant, ensemble. Tu peux faire partie de sa vie, de son développement. Et peut-être, avec le temps, nous pourrons reconstruire quelque chose, pas ce que nous avions avant, mais quelque chose de nouveau, de plus fort, de plus honnête. » Les mois ont passé. Ma fille, Alma, est née par un matin pluvieux de printemps. Lucie était là, me tenant la main, me chuchotant des mots de force à l'oreille. Au moment où j'ai vu les yeux d'Alma, si pleins de vie, si profondément miens, j'ai su que tout ce que j'avais enduré m'avait mené jusqu'à elle. Ma mère était là aussi, de l'autre côté du lit, séchant des larmes de bonheur tandis que la sage-femme posait ma petite sur ma poitrine. Et, à ma grande surprise, Alexandre avait été présent pendant tout l'accouchement, pâle mais déterminé, sans s'écarter un seul instant. « Elle est parfaite », a-t-il murmuré, touchant d'un doigt tremblant la minuscule main de notre fille. « Tout comme toi. » Je n'ai pas répondu, trop submergée par l'avalanche d'émotions qui me parcourait. L'amour instantané pour ce petit être, la fierté, la peur, l'espoir. Et aussi, toujours présent mais de plus en plus faible, l'écho de la douleur qui avait marqué nos derniers mois. Les premiers jours avec Alma furent un tourbillon de nuits blanches, de premiers sourires et d'apprentissage constant. Alexandre venait chaque jour, parfois juste pour passer 1 heure avec la petite. D'autres fois, il restait plus longtemps, m'aidant avec les tâches quotidiennes qui semblaient soudain des montagnes insurmontables. Nous avions trouvé une routine, un équilibre fragile, mais fonctionnel. Je vivais toujours avec Lucie, qui était devenue une sorte de grand-mère adoptive pour Alma. Ma famille venait souvent, remplissant la maison de rires et de conseils non sollicités sur la manière d'élever un bébé. Et Alexandre, fidèle à sa parole, était présent sans être envahissant, respectant mes limites mais montrant clairement qu'il ne disparaîtrait pas de nos vies.
Catherine n'a jamais pris contact. François, qui vivait maintenant dans un petit appartement près du jardin botanique, venait parfois avec Alexandre, s'émerveillant de sa petite fille, essayant maladroitement de rattraper le temps perdu avec son propre fils. C'était touchant de les voir ensemble, découvrant une relation père-fils qu'ils n'avaient jamais vraiment eue. Un jour, alors qu'Alma avait presque 3 mois, Alexandre est arrivé avec une expression différente sur son visage. Plus résolue, plus sereine. « J'ai reçu une offre d'emploi », a-t-il annoncé en berçant doucement Alma dans ses bras. « Un cabinet d'avocats à Marseille, spécialisé en droit de la famille et protection de l'enfance. » Marseille ? Mon cœur a fait un bond. Allait-il partir loin de nous, après tout ce que nous avions construit ces mois-ci ? Oui, a-t-il continué, en me regardant droit dans les yeux. Et je voulais te demander si tu envisagerais de venir avec moi, toi et Alma. Je suis restée sans voix. De toutes les choses que je m'attendais à entendre, c'était la dernière. Pas comme ma femme, a-t-il rapidement précisé. Je ne te demande pas de redevenir ce que nous étions, mais Marseille pourrait être un nouveau départ pour tout le monde. Un endroit où nous ne serions pas les protagonistes du dernier scandale de la haute société lyonnaise, où nous pourrions élever Alma ensemble, comme des amis, comme une famille, du genre que nous déciderons d'être. Je ne sais pas quoi dire, ai-je admis. Mon travail, ma famille, Lucie, tu n'as pas à répondre maintenant, a-t-il dit, me passant délicatement Alma, qui s'était endormie dans ses bras. Pense-y, j'ai vu que plusieurs écoles cherchent des institutrices. Et il y a un appartement près du cabinet, avec 2 chambres, une pour toi et Alma, une autre pour moi quand je serai de visite, si tu ne veux pas que nous vivions ensemble. Ou nous pourrions chercher des appartements séparés mais proches. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il avait tellement changé ces derniers mois. La thérapie, la distance avec sa mère, la paternité, tout cela l'avait transformé en quelqu'un de plus centré, de plus authentique. J'y réfléchirai, ai-je promis. Et je l'ai fait. J'ai parlé à ma famille, qui s'est d'abord montrée réticente mais a fini par me soutenir. Ma sœur Laura a même suggéré qu'elle pourrait venir nous rendre visite souvent, car elle avait toujours voulu connaître Marseille. J'ai parlé à mes collègues de l'école, qui m'ont assuré que je trouverais facilement du travail avec mon expérience. Et, le plus important, j'ai parlé à Lucie. « Toi, que ferais-tu » lui ai-je demandé un soir, alors qu'Alma dormait paisiblement dans son berceau. Lucie m'a regardée avec ses yeux sages qui avaient tant vu. Je suivrai mon cœur. Et mon cœur m'a toujours menée vers la liberté, pas vers la peur. Tu crois que j'ai peur ? Je crois que tu as peur de faire confiance à nouveau, qu'on te déçoive encore. Et c'est compréhensible. Elle a fait une pause, caressant doucement la joue d'Alma. Mais je crois aussi que parfois, le plus grand acte de courage est de donner une seconde chance. Pas nécessairement à la relation telle qu'elle était, mais à la possibilité de quelque chose de nouveau, de meilleur. 2 semaines plus tard, je faisais mes valises. Je n'avais pas grand-chose. Des vêtements, quelques livres, les petits trésors que j'avais accumulés pendant mes mois avec Lucie. Les jouets d'Alma prenaient plus de place que mes propres affaires. Alexandre avait trouvé un appartement dans le quartier du Cours Julien, près d'un parc et à quelques pas du cabinet où il travaillerait. Il avait 3 chambres, pas 2 comme il l'avait suggéré initialement. Au cas où, avait-il dit, sans préciser au cas où quoi. J'aimais cette indéfinition, cette ouverture à ce qui pourrait arriver. La veille de notre départ, j'ai reçu une visite inattendue. François est arrivé avec un petit paquet enveloppé dans du papier de soie. « Pour Alma », a-t-il dit en me le tendant. « Et pour vous ». À l'intérieur se trouvait un ancien médaillon en argent en forme de cœur. En l'ouvrant, j'ai trouvé une photographie miniature d'une jeune femme avec un bébé dans les bras. « Ma mère et moi », a expliqué François. Il s'est transmis de génération en génération dans notre famille. Catherine n'en a jamais voulu. Elle disait que c'était trop sentimental, trop ancien. Mais je pense qu'Alma devrait l'avoir. Je l'ai serré dans mes bras, émue par le geste, par tout ce qu'il signifiait. C'était plus qu'un bijou, c'était l'acceptation de ma fille dans sa famille, dans sa lignée, malgré tout ce qui s'était passé. Le matin de notre départ, Lucie nous a accompagnés à la gare. Les adieux furent émouvants mais pas tristes. Nous avions convenu qu'elle viendrait nous voir en été et que nous reviendrions pour la fête des Lumières l'année suivante. « Merci », lui ai-je dit en la serrant fort dans mes bras. « Pour tout. »
Ne me remercie pas, a-t-elle répondu, avec ce sourire serein que j'avais appris à aimer. Promets-moi juste d'être heureuse, à ta manière. Je le promets. Dans le train, avec Alma endormie entre Alexandre et moi, j'ai regardé par la fenêtre Lyon s'éloigner lentement. Je ne sentais pas que je laissais ma maison derrière moi, mais plutôt que je l'emportais avec moi, transformée mais intacte dans son essence. Marseille nous a accueillis avec une journée ensoleillée et un ciel dégagé. Notre appartement était lumineux, avec des balcons donnant sur une place tranquille, où les enfants jouaient sous la surveillance de leurs parents. Alexandre avait préparé la chambre d'Alma, avec un nouveau berceau et un mobile d'étoiles et de lune qui tournait doucement avec la brise. Les premiers jours furent un chaos organisé de cartons, de meubles à monter et de découvertes constantes. Nous avons trouvé une boulangerie qui faisait le meilleur pain que j'ai jamais goûté, un parc avec un étang où nageaient des canards qui fascinaient Alma, un marché plein de couleurs et d'odeurs qui me rappelait celui de Lyon, mais avec une touche différente, plus cosmopolite. Alexandre a commencé à travailler, et j'ai commencé à chercher un emploi dans les écoles voisines. Pendant ce temps, je profitais de mon temps avec Alma, explorant notre nouvelle ville, créant des routines, construisant une vie. Un soir, alors que nous dînions sur le balcon après avoir couché Alma, Alexandre m'a regardée avec une expression que je n'ai pas su interpréter. « Es-tu heureuse ?» a-t-il demandé. J'ai considéré la question, non pas avec la rapidité de celle qui veut rassurer, mais avec la sincérité de celle qui a appris la valeur de la vérité. « Je suis en chemin pour l'être », ai-je finalement répondu. Ce n'est pas la vie que j'avais imaginée. Elle est plus compliquée, moins conventionnelle. Mais elle est réelle. Elle est à nous. Et oui, je crois que je suis heureuse. Il a souri, et j'ai vu dans ce sourire l'homme dont j'étais tombée amoureuse, mais aussi le nouvel homme qu'il était devenu. Plus fort, plus vrai. Moi aussi, a-t-il dit simplement. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Si un jour nous redeviendrions plus que des amis, si notre famille peu conventionnelle se transformerait en quelque chose de plus traditionnel, mais j'avais appris à vivre avec cette incertitude, à trouver de la beauté dans l'imparfait, dans l'inattendu. En y repensant maintenant, à ce jour de mariage qui semble appartenir à une autre vie, je ne le vois pas avec regret, mais avec clarté. Ce ne fut pas le début d'un mariage, ce fut la fin de mon silence. Et parfois, une gifle destinée à humilier peut réveiller quelque chose de puissant. Je ne suis plus cette mariée tremblante, je suis la mère d'Alma, et je n'ai plus peur.